One of Donald Trump's longtime confidants is expected to plead guilty to perjury. Alan Weisselberg arrived at the Manhattan Criminal Courthouse a little earlier on Monday, and a source tells CNN that the charges stem from testimony he gave during the civil investigation into the Trump Organization's finances. Weisselberg had been the company's chief financial officer. In 2022, he pleaded guilty to 15 counts of tax fraud and served about 100 days in jail. Dans certains cas, le décalage entre les déclarations sous serment et les registres officiels cesse d'être une exception technique et révèle un changement systémique. Le 4 mars 2024, lors d'une audience devant la Cour suprême de l'État de New York, l'ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, a officiellement plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de parjure. La reconnaissance des mensonges a eu lieu devant le tribunal, sur la base des déclarations qu'il avait lui-même faites lors du procès civil pour fraude impliquant Donald Trump. Cette admission, concise et directe, a modifié le registre officiel d'un élément clé de la structure entrepreneuriale du président. Il ne s'agissait pas d'une reformulation de position ni d'une rétractation partielle, mais d'une reconnaissance juridique que des mensonges avaient été prononcés sous serment dans le but de soutenir des versions incompatibles avec les documents financiers. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En admettant avoir manipulé la vérité sous le couvert du serment légal, Weisselberg a non seulement compromis sa propre intégrité en tant que témoin, mais il a également déplacé le centre de tension institutionnelle vers le cœur des stratégies de défense du président. La configuration de cette audience a pris des contours atypiques, non pas à cause de la figure de Weisselberg elle-même, mais en raison de la position qu'il occupait au sein de l'architecture du pouvoir et de la prise de décision de la Trump Organization. Pendant des décennies, l'ancien directeur financier a non seulement supervisé la comptabilité du groupe, mais a également participé directement à l'élaboration de documents qui seraient présentés aux institutions bancaires et aux compagnies d'assurance. La décision de mentir sur les valeurs et les actifs déclarés n'impliquait donc pas un différent interprétatif sur des chiffres approximatifs ou sur la nature de certains investissements. Le mensonge identifié portait directement sur des éléments structurants de l'ensemble des déclarations patrimoniales utilisées pour rendre possible des opérations commerciales et renforcer le profil public du président en tant qu'acteur économique de grande envergure. Lorsque Weisselberg a admis avoir menti, il l'a fait en rapport avec cet élément central, la construction d'une image financière. Cette confession a compromis non seulement les arguments qui avaient été soutenus devant le tribunal, mais aussi la logique narrative institutionnelle du groupe auquel il était lié. Le ministère de la You don't hand matches avait to an arsonist, and you don't give power to an Organization gonflait artificiellement la valeur des actifs dans le but d'obtenir des conditions commerciales plus avantageuses. Au cours du procès civil pour fraude, mené sous la supervision directe du juge Arthur Engoron, Weisselberg a été appelé à témoigner en tant que témoin clé, notamment en raison de sa connaissance des rapports internes et de son rôle central dans la formulation des déclarations financières remises à des tiers. À cette occasion, ces témoignages ont cherché à valider la conformité des documents avec les normes comptables acceptables. Avec ce nouvel aveu de culpabilité, cette ligne de défense subit un coup dur sur le plan technique. Le problème n'est pas seulement que Weisselberg ait menti, mais qu'il ait menti dans un contexte où la véracité des chiffres présentés faisait directement l'objet du procès. Rétrospectivement, la rupture de cette ligne compromet les paramètres de crédibilité qui ont soutenu la défense formelle de l'organisation et, par extension, du président. Le bureau du procureur de Manhattan, dirigé par Alvin Bragg, estime que la décision de Weisselberg, bien que ponctuelle, renforce la cohérence des accusations en cours qui impliquent non seulement la falsification de registres commerciaux, mais aussi
la manipulation délibérée de preuves documentaires dans des procédures judiciaires. Le procureur n'a pas eu besoin de redéfinir la portée des actions pour intégrer ce nouvel élément. L'aveu même de l'ancien directeur financier est automatiquement devenu un élément de preuve stratégique, non pas tant pour son contenu spécifique, mais pour le type de précédent qu'il établit. Un collaborateur de premier plan admettant avoir falsifié des informations devant les tribunaux afin de protéger le récit patrimonial construit autour de Donald Trump impose un nouveau point de départ pour l'analyse des prochaines phases de la procédure. À partir de ce tournant, le système juridique fonctionne désormais non seulement sur la base d'éventuels excès administratifs, mais aussi sur celle d'une série d'actions intentionnelles visant à préserver une image incompatible avec les données. Ce changement dans le scénario procédural intervient à un moment où le président fait déjà face à de multiples poursuites pénales et civiles, tant au niveau fédéral qu'au niveau des États. Sur tous ces fronts, la question du témoignage sous serment a été traitée comme un axe de soutien institutionnel. La reconnaissance du parjure par Weisselberg a une implication qui dépasse les limites de ce cas spécifique. Elle instaure un élément objectif de compromission de la chaîne de confiance sur laquelle repose la validité des témoignages présentés au tribunal. Il s'agit d'un élément qui, bien qu'encore isolé, tend à être utilisé comme modèle comparatif dans d'autres enquêtes impliquant des témoignages sous serment. Le doute sur la véracité des déclarations ne se limite plus à une évaluation interprétative des juges, mais peut désormais s'appuyer sur des enregistrements de confession qui attribuent une fonction stratégique aux mensonges formellement déclarés. C'est face à cette reconfiguration que les espaces d'accompagnement analytique capables d'articuler le contexte et la continuité institutionnelle deviennent encore plus pertinents. En suivant cette voie, vous aurez un accès constant aux couches les moins visibles des processus, en vous concentrant toujours sur ce qu'ils révèlent du fonctionnement réel du système juridique et de ses points d'inflexion. Dans ce contexte, la qualification de parjure n'est plus seulement une catégorie pénale. Elle en vient à représenter un indice de fracture entre le récit officiel présenté par un témoin et les faits qui s'imposent par la suite, à travers des documents, des registres financiers et des preuves procédurales. La structure institutionnelle du tribunal ne permet pas que ces contradictions soient interprétées comme de simples erreurs humaines ou des déviations linguistiques. Le fait de jurer de dire la vérité dans un environnement judiciaire lie le discours à l'ensemble normatif qui garantit la légitimité des décisions judiciaires. Lorsque ce lien est rompu, comme dans le cas de Weisselberg, les faits ne se limitent pas à la sphère pénale de l'individu. Ils se répercutent sur l'intégrité des versions présentées au nom de groupes d'entreprises, des stratégies de défense et des interprétations juridiques fondées sur des témoignages désormais reconnus comme faux. Le degré d'exposition généré par cet aveu public pourrait influencer même indirectement les critères d'évaluation appliqués dans les autres affaires dans lesquelles Donald Trump est défendeur ou fait l'objet d'une enquête. La perte de fiabilité associée à un élément central de sa structure financière interne impose aux autres opérateurs juridiques, qu'il s'agisse de juges, de procureurs ou de jurés, la nécessité de réévaluer la cohérence des témoignages antérieurs à la lumière de ce nouveau précédent. Même s'il ne modifie pas automatiquement le cours des actions en cours, cet épisode introduit une variable d'instabilité juridique qui compromet les arrangements défensifs basés exclusivement sur les déclarations des membres de l'organisation. Dans une perspective plus large, cette affaire relance le débat sur le rôle du parjure en tant qu'instrument de manipulation institutionnelle. La nature technique de ce crime occulte souvent sa fonction opérationnelle dans certaines stratégies de défense, en particulier dans les litiges très complexes impliquant de grandes organisations. Lorsqu'une personnalité de haut rang admet avoir utilisé le parjure comme un outil pour préserver l'image d'un leader politique et entrepreneurial,
Le système lui-même est contraint de reconnaître que ces garanties formelles, le serment, l'audience publique, le procès-verbal sténographique, ne sont pas à l'abri de l'utilisation tactique du mensonge. C'est dans ce contexte que le système juridique américain se trouve confronté à une convergence d'éléments procéduraux et institutionnels qui vont au-delà de la figure d'Allen Weisselberg. La convergence entre son parcours professionnel et son statut de témoin clé dans le procès civil pour fraude s'inscrit dans une série d'événements qui, peu à peu, dessinent une tendance plus large. Celle de la tolérance opérationnelle à la déformation de la vérité dans les environnements sous serment. Ce modèle n'apparaît pas comme une anomalie isolée, mais comme faisant partie d'un cycle de comportements stratégiques identifiés dans des documents judiciaires, des rapports financiers audités et des témoignages recueillis sous serment. À partir de l'aveu de parjure, l'interprétation selon laquelle il y a eu, au fil du temps, une systématisation de l'imprécision délibérée, structurée non pas en lapsus individuels, mais en méthodes internes dont la logique de fonctionnement privilégiait les versions commodes sur les données vérifiables. Il prend de l'ampleur. Cette hypothèse est renforcée par des décisions antérieures de la Cour d'État de New York elle-même, qui avait déjà déterminé, quelques mois auparavant, que les rapports financiers de la Trump Organization présentaient des distorsions importantes, susceptibles de modifier substantiellement la perception de la valeur des actifs auprès des institutions bancaires. Dans la décision du juge Arthur Engoron, rendue en septembre 2023, il était expressément indiqué que les états financiers de l'entreprise ne correspondaient pas fidèlement à la réalité financière sous-jacente. Une expression qui, bien que technique, a été interprétée par les analystes juridiques comme un signal d'alarme indiquant des comportements pouvant avoir une intention frauduleuse. À partir de là, le tribunal a non seulement remis en question le contenu des documents, mais aussi le degré de responsabilité de leurs auteurs, ce qui, dans le cas de Weisselberg, aboutirait quelques mois plus tard à un aveu formel de mensonge sous serment. Le procureur Alvin Bragg, menant une enquête parallèle sur la base pénale, a commencé à intégrer dans son cadre d'action des indices provenant de ses décisions civiles, cherchant à établir une ligne de continuité entre les registres modifiés, les témoignages fournis et les intentions attribuées aux agents impliqués. Dans ses déclarations publiques, Bragg a évité de lier explicitement les aveux de Weisselberg à une stratégie d'accusation directe contre Donald Trump. Néanmoins, le ministère public a commencé à traiter cet épisode comme un vecteur de validation de sa propre thèse, celle selon laquelle il existait une logique opérationnelle de dissimulation et de distorsion à plusieurs niveaux de l'organisation. En ce sens, le processus d'enquête a cessé d'être uniquement documentaire et a commencé à inclure des éléments de comportement institutionnel, tels que les modèles de réponse aux enquêtes, la résistance à la coopération judiciaire et la répétition de pratiques contestées. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'aveu de parjure de Weisselberg n'a pas été traité comme une simple faute personnelle. Aux yeux de nombreux praticiens du droit, il représentait une confirmation partielle que l'environnement fonctionnel du président fonctionnait selon des principes qui ne tenaient pas compte de l'obligation de véracité dans un environnement judiciaire. L'action du ministère public de l'État a commencé à refléter cette interprétation en donnant la priorité aux enquêtes sur la culture organisationnelle, c'est-à-dire non seulement sur ce qui a été fait, mais aussi sur la manière dont cela a été autorisé, encouragé ou toléré. L'accent est progressivement déplacé des actes ponctuels vers les mécanismes de décision interne qui, s'ils sont prouvés, peuvent étayer un argumentaire sur la responsabilité objective pour des comportements récurrents. Du point de vue des instances réglementaires, la réponse a également été ajustée en fonction de cette nouvelle configuration. La Securities and Exchange Commission, par exemple, bien qu'elle ne se soit pas encore prononcée officiellement,
suit de près les répercussions de l'aveu de parjure sur le degré de fiabilité des états financiers des entités liées à la Trump Organization. Le point central dans ce cas ne concerne pas les infractions directes au marché des capitaux, mais l'utilisation possible de déclarations financières manipulées dans des contextes qui touchent à des opérations ayant un impact réglementaire. Cette connexion, encore à un stade précoce d'analyse, est considérée par les analystes institutionnels comme un test indirect des limites de la juridiction et de la compétence entre les instances pénales, civiles et réglementaires. D'après les informations déjà fournies par des sources officielles, il apparaît que d'autres procédures en cours, y compris au niveau fédéral, ont commencé à considérer le comportement de Weisselberg comme un élément auxiliaire d'évaluation du risque institutionnel. Bien qu'il n'y ait pas à ce jour d'élargissement formel de la portée des accusations sur la base de cet épisode, le précédent a été intégré dans la chaîne d'analyse de la crédibilité des témoins associés à la Trump Organization. Dans les litiges futurs, les procureurs pourront invoquer cette affaire comme exemple pour montrer que certaines versions présentées au tribunal, lorsqu'elles sont incompatibles avec les documents enregistrés, ne constituent pas seulement des divergences narratives, mais peuvent refléter des stratégies de dissimulation structurées. Cette inférence, bien que techniquement complexe, fait partie de la manière dont le système judiciaire se forge une opinion sur les normes de comportement institutionnel. La complexité de la situation actuelle exige un suivi constant, non seulement des développements immédiats, mais aussi des réorganisations institutionnelles qu'ils provoquent à différents niveaux du système. C'est pourquoi continuer à suivre l'affaire ici est un moyen d'accéder à des analyses qui situent chaque événement dans un processus plus large, en prêtant attention aux signes qui, pris isolément, pourraient passer inaperçus. Parallèlement, le Congrès a suivi le déroulement des procédures avec une attention croissante, en particulier au sein des commissions de contrôle qui enquêtent sur d'éventuels abus dans l'application de la loi. Bien qu'aucune décision formelle n'ait encore été prise, certains parlementaires ont suggéré que le comportement des hauts dirigeants impliqués dans la Trump Organization pourrait servir de base pour évaluer s'il y a eu omission délibérée d'informations lors de précédentes audiences législatives. Cette possibilité, encore lointaine, reflète la manière dont les frontières entre les pouvoirs se tendent lorsque la question centrale devient la confiance dans le témoignage officiel, qu'il soit rendu devant un tribunal ou lors d'une session du Congrès. La préoccupation ne réside pas seulement dans le contenu des déclarations, mais dans la perception que certaines structures se sont organisées de manière à préserver un récit incompatible avec les données factuelles disponibles. Au sein du pouvoir judiciaire, des juges de différentes instances ont également commencé à mentionner, bien que de manière indirecte, l'importance de l'intégrité des témoignages comme fondement décisionnel. Dans des décisions récentes concernant d'autres procès civils contre Donald Trump, les magistrats ont évoqué la nécessité d'une prudence accrue lors de l'évaluation des déclarations provenant de membres de l'organisation. Bien que ces mentions ne constituent pas des jugements de valeur, elles indiquent une attention croissante accordée au contexte d'admissibilité et de crédibilité des preuves orales. Cette sensibilité institutionnelle renforce l'idée que l'admission du parjure ne fonctionne pas de manière isolée, mais se répercute sur la manière dont le système attribue une valeur juridique aux déclarations faites sous serment. La culture du témoignage est l'un des piliers du fonctionnement juridique. Elle ne se limite pas au moment où une personne est appelée à témoigner, mais s'étend à la manière dont le système s'organise pour traiter ces déclarations comme des instruments légitimes d'enquête. Lorsqu'un agent central admet avoir falsifié cet instrument, les conséquences vont au-delà de sa propre condamnation. Elle affecte la manière dont les déclarations d'autres acteurs, y compris ceux qui sont encore en procès, seront interprétées et confrontées au reste des éléments de preuve.
Ce déplacement de confiance, bien que discret, il peut modifier les repères sur lesquels les juges fondent leurs convictions et par extension l'orientation de leurs décisions. Il existe des divergences importantes quant à l'impact structurel que l'aveu de parjure d'Allen Weisselberg pourrait avoir sur le système juridique américain. Pour une partie importante de la communauté juridique, cet épisode doit être considéré comme un événement à la portée essentiellement limitée, dont les effets concrets ne concernent que les procédures dans lesquelles son action est objectivement liée à des documents enregistrés et à la conduite déjà admise. Cette interprétation part du principe que le système dispose d'instruments efficaces pour séparer les responsabilités, évitant ainsi que les aveux d'un agent n'entraînent automatiquement des conclusions élargies à l'encontre d'autres personnes impliquées. Sous cet angle, la reconnaissance de culpabilité de l'ancien directeur financier de la Trump Organization apparaît comme une réponse institutionnelle à un cas spécifique, sans entraîner de transfert automatique des conséquences à Donald Trump ou à d'autres figures centrales du même noyau. En revanche, il existe une deuxième interprétation moins modérée qui considère cet épisode comme un élément susceptible de modifier le contexte juridique autour des contradictions récurrentes entre les témoignages. Pour ce groupe, l'affaire n'importe pas seulement pour ce qui a été formellement avoué, mais pour la manière dont cet aveu s'inscrit dans un contexte plus large, déjà connu, dans lequel les versions présentées dans différents litiges sont entrées en conflit avec les documents soumis à la justice. Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'affirmer automatiquement la culpabilité, mais de reconnaître que l'aveu public et procédural d'un mensonge sous serment par une figure stratégique tend à modifier le degré de tolérance institutionnelle face à de futures incohérences. La ligne qui séparait l'imprécision narrative d'un éventuel comportement répété devient moins protégée par des interprétations bienveillantes. Le débat s'intensifie à mesure que l'on observe la répétition de frictions similaires dans de multiples contextes. Il existe des archives accumulées de témoignages, de déclarations formelles et de versions défendues devant les tribunaux, qui sont en contradiction avec des preuves matérielles telles que des courriels, des contrats, des rapports internes et des registres comptables. Jusqu'à présent, la plupart de ces conflits ont été traités comme des différends d'interprétation, sans que le système ne passe automatiquement à la qualification pénale de parjure. En effet, cette qualification pénale exige une démonstration claire de l'intention et de la conscience du mensonge, ainsi qu'un lien direct avec le contenu du serment. Cependant, lorsqu'un cadre supérieur admet avoir menti dans le but de préserver le discours financier du groupe, la signification institutionnelle de ces contradictions tend à changer. Le système commence à observer les incohérences avec plus de rigueur, en particulier dans les litiges financiers où le document est généralement plus précis que les arguments fondés sur la mémoire, l'intention ou l'interprétation. Dans le cadre d'enquêtes parallèles, les aveux de Weisselberg ouvrent également une possibilité argumentative de poids. Les procureurs peuvent soutenir que certaines incohérences, plutôt que d'être considérées comme des lapsus, des bruits sémantiques ou des interprétations divergentes, peuvent représenter des manifestations d'une logique interne délibérée de protection. La difficulté, cependant, reste technique et constitue le principal frein institutionnel: prouver l'élément volontaire. Il ne suffit pas de démontrer qu'une affirmation est fausse. Il faut démontrer qu'elle a été faite sous serment, en toute connaissance de cause, et avec l'intention délibérée de tromper. Ce critère empêche que l'épisode se transforme automatiquement en une vaste campagne d'accusation. Néanmoins, il peut servir de composante de crédibilité, rendant plus plausible dans certains cas l'interprétation selon laquelle les contradictions répétées ne sont pas accidentelles. L'un des points les plus discutés parmi les juristes est l'utilisation éventuelle de l'affaire Weisselberg comme structure auxiliaire pour de futures initiatives pénales liées au parjure. Non pas comme preuve directe contre des tiers,
mais comme fondement interprétatif qui renforce la gravité du risque. À partir de ce précédent, une série cohérente de contradictions entre les dépositions et les registres internes peut être rassemblée comme un récit de tromperie répétée. Et lorsque la répétition atteint un certain degré de convergence, il devient possible d'arguer qu'elle suggère une intention. Là encore, le grand défi consiste à distinguer l'erreur plausible de la distorsion consciente. Cette frontière entre erreur et fraude reste le point le plus sensible pour les autorités concernées, car elle définit la limite entre un différend de version et une infraction pénale viable. Les observateurs institutionnels soulignent également une tendance à la prudence de la part du ministère de la Justice. Les signes récents indiquent une préférence pour des mouvements graduels, avec consolidation des éléments documentaires avant toute avancée vers des accusations supplémentaires présentant un risque juridique plus important. Cela suggère que les procureurs cherchent à réduire les vulnérabilités probatoires avant de soutenir des thèses qui dépendent d'une preuve solide de l'intention. Cette stratégie n'exclut pas des actions futures plus directes, mais témoigne d'une prudence institutionnelle. Dans ce contexte, l'affaire Weisselberg tend à être traitée comme un vecteur de soutien narratif, capable de renforcer la plausibilité de certaines pistes d'enquête, en particulier dans les situations où la parole des personnes impliquées entre en conflit avec des preuves matérielles hautement objectives. La tension générée par ce scénario dépasse également le domaine pénal et se répercute sur la confiance systémique. Le système judiciaire dépend d'instruments tels que les témoignages sous serment pour préserver sa légitimité et sa capacité à produire la vérité procédurale. Lorsqu'une figure centrale admet avoir sciemment menti sous serment, l'effet symbolique s'étend au-delà de l'individu. Cela ne remplace pas la procédure régulière et ne modifie pas les garanties telles que la présomption d'innocence. Mais cela affecte l'environnement institutionnel dans lequel les versions concurrentes sont évaluées. Dans les contextes où la crédibilité fait partie du jugement, l'existence d'un parjure admis par un dirigeant central peut influencer la sensibilité des juges, des procureurs et des jurés face à de nouvelles contradictions. En particulier lorsque des documents et des témoignages indiquent des directions opposées. La situation reste ouverte et peut être redéfinie à mesure que de nouvelles audiences ont lieu et que de nouveaux éléments sont présentés. Les témoignages futurs peuvent clarifier des points critiques, mais ils peuvent également accroître l'ambiguïté si de nouvelles contradictions apparaissent, ou si les versions sont ajustées pour s'adapter aux documents déjà connus. La défense du président, comme dans d'autres procès, tend à soutenir que les incohérences reflètent des interprétations personnelles, un langage imprécis, des ambiguïtés légitimes ou des lapsus involontaires. Cette ligne de défense est juridiquement admissible et s'appuie sur les garanties d'une procédure régulière et d'une défense complète. Cependant, son succès dépendra de la capacité à démontrer, épisode par épisode, que les divergences sont compatibles avec une erreur plausible, et non avec une omission stratégique ou une manipulation délibérée. Le système juridique américain a pour tradition de lutter contre les dérapages graves, mais il fait également preuve d'une prudence historique lorsqu'il s'agit d'imposer des sanctions à des personnalités publiques de premier plan. Ces deux dynamiques coexistent et créent une tension permanente entre transparence et prudence. Les aveux de Weisselberg ne résolvent pas cette tension. Au contraire, ils amplifient le dilemme en mettant en évidence la difficulté pratique de traiter des récits construits au sein de structures hiérarchiques qui fonctionnent avec des niveaux internes de protection et de gestion stratégique des versions. C'est dans cet espace que se concentrent les dilemmes centraux du moment. Comment responsabiliser sans anticiper la culpabilité? Comment préserver le droit à la défense sans compromettre l'intégrité institutionnelle? Comment construire la vérité juridique lorsque les documents et les témoignages se contredisent à plusieurs reprises et peuvent être réorganisés par de nouvelles versions au fil du temps?
Ces questions restent sans réponse définitive, et c'est précisément cet état d'incertitude qui rend indispensable un suivi continu, afin d'évaluer la portée réelle des événements en cours. Ici, nous continuons à observer chaque étape avec attention, pour ce qu'elle révèle sur les limites et les possibilités du système, lorsque le témoignage sous serment cesse d'être un élément stable et devient un foyer central de tensions institutionnelles.